des ateliers. Le troisième atelier, justement, conseiller en gestion de patrimoine, family office, gestion privée. Quand les conseillers créent leur société de gestion, il y a un double thème. Il y a un thème réglementaire, puisque des conseillers financiers potentiellement soumis à la RDR, la nouvelle réglementation MIFID, se posent des questions sur justement leur business model. Et d'autres ont arrêté de se poser la question et ont d'ores et déjà créé des jeunes sociétés de gestion. Donc je vais demander aux représentants de la SPGP, Sassan Gotsani, de nous rejoindre, puisque Cédric Chabou n'a pas pu participer à cette présentation ce matin. Jean-Jacques Olivier de l'Anacofi IMO, qui est président de l'Anacofi IMO, Christophe Brûlé, qui est le directeur et fondateur d'Anteka Finance, et Pierre Delalande, qui est le fondateur aussi de Sagis Asset Management, d'échanger avec moi sur ce sujet. Pardon. Voilà, je vais me mettre là. Merci. Donc, effectivement, les rôles des conseillers en gestion de patrimoine, c'est à double titre. D'une part, parce que les conseillers en gestion de patrimoine, vous le savez, sont des investisseurs importants dans les nouveaux fonds, notamment de boutiques indépendantes. Ça fait partie un petit peu de leur ADN, de sélectionner, de détecter les fonds les plus performants et les nouvelles idées, les nouvelles innovations pour le compte de leurs clients. Il y a aussi un thème qui était important, c'est l'évolution réglementaire, hein, vous le savez. Et donc, beaucoup de conseillers financiers, visiblement, ont franchi le pas et ont créé leur structure de gestion. Vous en verrez encore cet après-midi, puisqu'il y a un atelier qui est consacré à la gestion patrimoniale. On voulait justement échanger avec vous sur ce sujet. Donc, je vais laisser la parole à Pierre Delalande, qui est fondateur de Sagis Asset Management, une jeune société de gestion créée par 2 conseillers financiers. Oui, ça marche. Oui, oui. Oui, une toute jeune société de gestion qui a été créée donc tout récemment par Arnaud Gosset-Grinville et moi-même. Nous venons d'un statut de CIF vers un statut de SGP. Pourquoi nous avons fait ça? Comment ça s'est passé? Je vais apporter donc ce témoignage. D'abord, un peu d'histoire. En fait, en 2005, Arnaud et moi-même, nous nous sommes installés comme conseillers en gestion de patrimoine indépendant. On s'est mis dans les mêmes locaux. On a créé une société de moyens qui a regroupé le personnel, les locaux, informatique, etc. Et tout ça s'est développé gentiment pendant quelques années. On a embauché après une secrétaire générale par rapport à l'augmentation de la réglementation. Les encours ont grandi, les clients étaient plutôt satisfaits, mais on a vu apparaître quand même, comme beaucoup, quelques nuages dans notre environnement. Nuages qui venaient un peu de cette question des rétrocessions, donc un changement de business model, pas facile à gérer, et puis surtout une perte d'indépendance. On a entendu parler de statut, d'agent lié, de plateforme. Enfin, tout ça convenait pas trop à notre façon de vouloir travailler avec nos clients. Et donc, on a commencé à réfléchir il y a à peu près 2 ans à comment est-ce que nous allions pouvoir évoluer dans cet environnement et retrouver une nouvelle force dans notre travail. Cette bascule, en fait, ça s'est déroulé au cours d'une discussion qu'on a eue avec Daniel Bernios de Marqueur. En fait, nous l'avions mandaté pour effectuer un audit de nos structures en termes de réglementation. Et on n'avait pas vraiment l'intention de créer une société de gestion, mais en discutant avec lui, on s'est aperçu que notre façon de travailler pouvait être tout à fait compatible avec ce statut. En fait, notre particularité était que nos clients, nous les apportions en gestion à des structures et en gestion sous mandat. On essayait de ne pas faire l'allocation d'actifs, mais plutôt d'apporter nos clients chez des gérants. Et donc, des grands clients, ils avaient droit à plusieurs gérants, des petits clients à un seul. Et c'était vraiment cette façon de travailler que nous souhaitions conserver. Et au départ, on n'avait pas trop regardé du côté des sociétés de gestion parce que ça nous semblait pas tout à fait compatible. Mais Daniel nous a un peu ouvert les yeux, donc on a recherché dans cet axe-là, on a travaillé sur plusieurs pistes, notamment vers le Luxembourg, etc. Et puis finalement, on a demandé un agrément de notre structure. En fait, nous avons regroupé nos activités dans notre société de moyens, donc dans la société Sagis. Cette société, on l'a dotée de capitaux, on l'a dotée
Donc, nous avons embauché un gérant et nous avons demandé l'agrément en début d'année 2013. Le- Cet agrément nous a été donné finalement assez facilement et dans la foulée, nous avons fait agréer un fonds à compartiment. Un fonds à compartiment, c'est peu utilisé en France. Enfin, vous connaissez les SICAV luxembourgeoises à compartiment. C'est à peu près le même principe, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, nous avons fait agréer ce fonds qui comprend un fonds dynamique qui est géré en interne, fonds dynamique, et puis six fonds d'allocataires, en fait, qui ont tous le même objectif, qui est un objectif en gros 0,50% en actions. Et ces 6 fonds sont gérés, conseillés par nos 6 allocataires avec lesquels on travaillait sous forme de mandat. Je vais en citer quelques-uns. Il y a DNCA, La Française, Carmignac. Enfin, je dirais, on a retrouvé dans notre offre l'offre en architecture ouverte que nous avions auparavant. Donc là, nous avons fini, notre statistique qui s'est terminé donc en juillet dernier. Nous avions à peu près 350 millions à tous les deux d'encours contrôlés, en fait. Et donc, c'est ces actifs que nous employons aujourd'hui à transformer. La valeur ajoutée en fait, de ce système pour nos clients, c'est qu'ils peuvent détenir sur un même compte ou contrat d'assurance vie l'équivalent de plusieurs mandats de gestion, en fait, d'allocataires que nous avons sélectionnés, que nous suivons, que nous challengeons, et ça permet également, donc, car tous ces fonds sont déposés au CMCIC, donc nous avons un même dépositaire, et ça nous permet en fait d'éditer un reporting consolidé extrêmement complet, en fait, hein, avec la répartition action de ces différents mandats, hein. Ces véhicules. On utilise quasiment que c'est l'objectif. Aujourd'hui, on a encore un peu, c'est vrai, on a un peu de fonds en euros, on a encore quelques fonds qui traînent, qui sont de bonne qualité, qu'on ne bouge pas, mais l'objectif est d'utiliser que ces véhicules. C'est-à-dire, nos clients sont en mandat de gestion et ces mandats, on les a habillés sous la forme de fonds qui sont gérés par Ségis. D'accord. On reviendra justement aussi sur la casquette. Est-ce qu'il faut être SIF en même temps que société de gestion et la responsabilité vis-à-vis des clients, en fait, l'apport de clientèle, c'est des sujets intéressants. Oui, juste Oui. un mot sur donc on a eu l'agrément de ce fonds au 1er octobre. On a basculé, donc on bascule actuellement nos clients. On en est à peu près à la moitié. L'accueil en fait de ce changement de la part de la clientèle est très positif. Il est positif à 2 titres. D'une part, ils ont en face d'eux non plus un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, mais une structure. Il y a 9 personnes, un capital important, des commissaires aux comptes, du contrôle AMF, etc. On est 2 co-gérants, donc il peut y avoir des relais, etc. Donc ils ont en face d'eux une nouvelle structure qui est plus consistante, hein, qui est plus pérenne. Ça, c'est très important. Deuxièmement, l'offre produit permet une bien meilleure diversification des risques, hein, puisque même maintenant, quelqu'un qui vient avec 500 000, on peut lui donner 6 mandats de gestion. Avant, c'était impossible. Donc le client s'y retrouve de par la diversification des risques et pour un coût qui est identique. C'est-à-dire qu'on a ramené au niveau d'un client petit ou moyen ce qu'on faisait pour les très grands clients à même coût. Donc en fait, on a une très bonne acceptation de la clientèle de ce changement et ça c'est quelque chose d'important, et la qualité de service par le reporting. En fait, ma conclusion par rapport à ce changement, c'est que on a retrouvé en fait un horizon dégagé dans notre activité. Alors, on peut continuer à faire ce qu'on faisait. On a inversé, on a un business model qui est plus simple, qui est de bonne qualité, qui est pérenne. Euh, Exactement. Et quand on est chef d'entreprise, c'est quelque chose dont on a besoin. Et ce qu'on avait perdu, on a estimé en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Surtout pour les clients dans un environnement qui est assez mouvant par ailleurs, fiscal, économique, etc. Voilà, Donc voilà. ça donne une référence. Christophe Brûlé, même type d'expérience, mais un petit peu plus ancienne. Oui, 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 un petit peu plus ancienne et un peu différente dans le cheminement, puisque moi je suis gérant d'actifs diversifiés depuis 25 ans, donc j'ai toujours mis la gestion au cœur de la relation client. Donc après 12-13 ans à Paribas Asset Management, j'ai créé un département puis filiale au sein de la Caisse des Dépôts, X6 Private Capital Management, pour faire l'histoire courte. J'ai créé Anteca Finance en 2007, donc
même type de clientèle que Pierre, des grands clients privés, grands investisseurs privés. La différence, je dirais, c'est que je suis gérant financier. Donc mon métier, c'est d'apporter des solutions d'investissement. C'est le thème un petit peu à la mode, donc je l'emploie. Solutions d'investissement pour ces clients qui sont des quasi-institutionnels. Donc une grosse culture asset management développée pour des grands clients privés. Et quoi de plus naturel que le développer dans l'outil de gestion qui permet de le faire. Donc pour des grands clients privés ou des partenaires, donc CGPI ou autres, en recherche de solutions d'investissement au sein d'une structure souple, réactive, qui fait ce que, tout en respectant toute la réglementation, mais qui a des cahiers des charges beaucoup plus souples que ce que peuvent proposer des maisons institutionnelles qui sont lourdes, qui ne peuvent pas gérer à moins de 15, 20, voire 30 millions d'euros certains mandats. Donc nous, on gère pour nos grands clients privés sous forme de FCP. Donc on a créé Anteka Finance, on est 6 collaborateurs. On a créé Anteka Finance fin 2007, début 2008. Donc on a commencé une année 2008 avec Jérôme Kerviel, avec Lehman Brothers, et pour finir avec Madoff. Donc c'était sympathique comme début. On est venu 3 fois ici en tant que nominé pour la gestion prudente, parce que c'est ce qui nous caractérise, c'est ce que recherchent nos clients, vos clients j'imagine, la pérennité des actifs. Donc 220 millions d'euros d'actifs sous gestion, pas d'équipe commerciale, pas de structuration juridique fiscale, que de la gestion financière, logée dans l'assurance vie, dans des fonds dédiés évidemment, mandat d'arbitrage. On vient de créer une quote-part de SICAV luxembourgeoise il y a 10 jours. Donc nous, ce qui nous a amené à créer cette société de gestion, c'est l'historique et c'est un business model voulu depuis que je suis dans ce métier, c'est-à-dire le client doit avoir accès à la gestion financière. Le monde financier se complexifie. Il se complexifie avec la masse des outils utilisables, les actions, les obligations, la multitude des OPCM de plus en plus spécialisés, la difficulté de référencer des OPCVM, les ETF et j'en passe. Donc une boîte à outils énorme. Et donc nos grands clients privés, évidemment, ils ne sont pas comme des institutionnels, ils n'ont pas la capacité d'allocation d'actifs et ils ont besoin Pour de vous donner quelqu'un une idée, qui fasse la synthèse. dans la base Morningstar, on a à peu près 150 000 véhicules d'investissement. Voilà, donc je n'osais pas dire un chiffre en ta présence, mais 150 000, on imagine que le chef d'entreprise qui a vendu sa société, 150 000 outils, c'est juste pas possible, y compris peut-être des family office, CGPI qui ont toute cette multitude d'outils, c'est difficile également. Donc nous, on se positionne en tant que business model où on met le client, le partenaire au centre de la relation avec l'équipe de gestion financière, comme un vrai business model. Et donc, par définition, le véhicule, c'est la société de gestion. On voit également avec ce qui se passe, le thème répression financière, donc c'est baisse des taux à des niveaux insupportables pour nos clients, vu les frais, l'impôt, l'inflation, le train de vie, etc. Et puis, donc, baisse des taux, et puis la fiscalité. On voit, par exemple, la problématique des fonds euros. Si vous êtes société de gestion, vous pouvez répondre à cette solution de gestion des fonds euros des grands clients privés. Si vous n'êtes pas société de gestion, vous ne pouvez pas. Sans être technique, à la fin du mois, il y a le problème du plafonnement au Conseil constitutionnel sur l'ISF, les revenus des fonds euros pris en compte ou pas dans le plafonnement de l'ISF. Donc les grands clients, ils ont éventuellement la problématique, est-ce qu'il faut quitter les fonds euros, déjà ça ne rapporte rien, pour être en UC et donc être géré par un gérant en direct sur les obligations. Et donc le véhicule société de gestion, je considère pour ma part qu'il est structurant. Donc la réglementation, oui, elle est lourde, mais quelque part, s'il n'y a pas de réglementation, déjà quand il y a des dérives. Donc s'il n'y en a pas, c'est pire. Donc il faut considérer, je pense, la réglementation comme un outil structurant et la société de gestion comme un outil performant de mise en œuvre de solutions d'investissement dans un monde financier de plus en plus complexe. Très bien. Jean-Jacques Olivier, vous êtes ici représentant de l'ANACOFI et en particulier président de l'ANACOFI IMO. Mais la question donc, que je voulais vous poser, c'était justement, est-ce que vous, en tant que poste d'observation privilégié à l'ANACOFI, qui est la première association professionnelle de CIF, est-ce que vous constatez ce mouvement? Est-ce que les exemples qu'on évoque ce matin se multiplient? Et notamment, l'impact réglementaire change-t-il la donne?
Alors effectivement, on constate les interrogations. D'une façon globale, pour faire simple, vous avez deux grandes raisons qui peuvent inciter les CGP CIF à évoluer vers un statut de SGP, voire un statut de PSI, hein. Mais également, on va le voir, deux grosses contraintes et une troisième contrainte. Deux grosses raisons. La raison simple, c'est de se dire, ben, effectivement, est-ce que je ne peux pas, vis-à-vis de mon client, ouvrir mon spectre de prestations, puisque un CGPCIF, c'est avant tout un conseiller. Est-ce que je ne peux pas aller vers de la gestion et de la gestion d'actifs? Et donc, je vais ouvrir mon champ d'activité et que les évolutions aujourd'hui de la réglementation, et notamment avec la MiFID, et le risque d'aller vers le tout honoraire, fait que beaucoup, les CGP se posent la question. Deuxième chose aussi, c'est que c'est un moyen de générer une autre forme d'honoraires, d'autres formes de chiffre d'affaires, et qui peut permettre un développement du CGP. Ça, c'est les raisons. Les contraintes, elles ne sont pas neutres, elles sont de trois ordres, les ordres juridiques, ordre financier et je dirais aussi un peu ordre commercial. Ordre juridique, c'est qu'à partir du moment, et souvent les CGP sont dans une activité dans laquelle ils regroupent leur ensemble de prestations, à partir du moment où vous devenez, à travers cette activité, cette structure SGP, tout l'ensemble de votre activité tombe dans le champ de la réglementation de l'AMF. Et ce n'est pas neutre. C'est pas neutre, notamment au niveau des capitaux propres. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les gens qui vont dans cette voie-là sont plutôt des gens qui sont issus de la finance. Parfois, derrière, il y a un montant important sur le courtage. Et je rappelle que pour calculer les capitaux propres d'une structure, c'est fonction de votre niveau, je dirais, que vous avez un courtage. Donc, on peut très rapidement aller vers des nécessités de capitaux propres très élevées. Donc ça, c'est la deuxième contrainte qui est la suite de la contrainte juridique, qui est la contrainte financière. Et dans la contrainte financière, il y a celle des capitaux propres, mais il y a aussi le coût de l'accès. C'est pas neutre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une SGP, j'en parlais encore tout à l'heure, je connais bien ça parce que moi par ailleurs j'ai aussi une société d'SGP, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Je veux dire, le parcours pour obtenir un agrément, ben, c'est au moins un an. Hein, et encore que c'est l'agrément de la société de gestion. Et puis après, il faut l'agrément des produits, hein, les visas sur les produits. Mais en même temps, c'est des investissements lourds. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième frein. Et après, c'est un troisième, et celui-là qu'on peut régler, qui est l'argument commercial. C'est-à-dire que quand on a expliqué à son client pendant des années qu'on était dans une grande objectivité et que voilà, on était très indépendant par rapport aux produits, et que du jour au lendemain, eh ben, on devient, je dirais, producteur, il y a quand même une histoire à raconter et tout au moins il y a un business model à expliquer. Bon, mais encore que ça, bon, voilà, ça c'est faisable. Alors, entre ces raisons pour aller vers la SGP et ses contraintes, regardons les chiffres. Hein, regardons les chiffres de l'ANACOFI. À l'ANACOFI, nous avons 2800 CIF. Vous avez à peu près 3-4% de CIF qui se sont posé la question. Il y a 1,5 pour 1000 qui ont passé le cap. Voilà. Donc on voit bien que les gens se posent la question, mais on voit bien que pour passer le cap, c'est autre chose. Je ne dirais pas que c'est un épiphénomène, hein, mais pas loin. Et aujourd'hui, on peut se poser la question avec la MiFID 2, est-ce que les choses vont évoluer? Ben, c'est comme ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire d'un côté, on peut se dire oui, parce que ben, si on doit aller vers le tout honoraire, il faudra bien que les business models changent et que on peut peut-être aller vers ce nouveau statut, mais en même temps, on sait très bien que la MiFID pardon, va entraîner des contraintes fortes au niveau des dirigeants, donc ça va être un frein. Et en même temps, enfin, on a l'espoir que la France, que les États membres puissent garder un statut dérogatoire et que donc le statut, que la France puisse maintenir ce statut de CIF, auquel cas on n'est pas du tout sûr que les gens basculeront. Et enfin, juste un dernier chiffre, parce que là aussi c'est intéressant, quand on regarde l'ensemble de nos membres, on s'aperçoit que seuls entre 10 et 12% des membres ont un chiffre d'affaires au-dessus de 500 000 euros. Donc là aussi, ça ne peut intéresser que certains membres. Alors, certains l'ont fait. Nous avons, bon, c'est pas
c'est pas un secret de polichinelle. On a chez nous membre Primonial. Primonial est une société qui a basculé et qui est devenue SGP. Mais ce sont si j'ose dire, des professionnels voilà, qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sassane, tu représentes la SPGP, donc une société de gestion que vous venez de reprendre, qui a une histoire un peu particulière, mais qui est aussi, je dirais, un poste d'observation intéressant, puisque la distribution, la question d'une société de gestion boutique et indépendante, c'est aussi de se dire, est-ce que je vais aller commercialiser des fonds, est-ce que je vais nouer des partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine, et puis de se dire, tiens, c'est bizarre, parce qu'en face de moi, j'ai peut-être plus forcément que des conseillers, j'ai aussi des sociétés de gestion, donc partenaires, concurrents. Comment tu abordes ce sujet? Qui sont traditionnellement des typologies de clients différents. C'est vrai que SPGP est une société qui a connu son heure de gloire avec les conseillers en gestion de patrimoine, notamment avec les fonds gérés par Roger Polanyi. Et ensuite, suite à la crise financière, évidemment, ces CGP sont partis et donc les encours sont revenus. Alors c'est vrai que tu le notifiais, on a racheté avec Cédric Chabot cette société, ce qui est une société qui demeure importante puisqu'il y a un peu plus de 25 collaborateurs. 650 millions d'euros sous gestion, qui sont principalement aujourd'hui nos clients privés, et nos clients sont très investis dans nos fonds. Malgré tout, on conserve une gamme relativement large et diversifiée que nous allons bien sûr faire évoluer. Alors, tu posais la question sur la stratégie de développement vis-à-vis des conseillers en gestion de patrimoine. C'est vrai que moi, j'ai vu ce secteur considérablement évoluer, puisque lorsque j'ai commencé chez Richelieu Finance, c'est vrai que ce n'était pas très compliqué de référencer ces fonds sur les plateformes et ensuite d'aller voir les conseillers pour ensuite faire de la distribution. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que ce marché, un peu comme tous les autres marchés, est devenu plus réglementé, est devenu plus lourd capitalistiquement intégré, parce qu'il y a des coûts de référencement, il y a les due diligence qui sont de plus en plus lourdes, et puis surtout, il y a une concurrence exacerbée sur la place de Paris, parce que, et on s'en félicite, il y a un peu plus de 614 sociétés de gestion agréées qui recherchent toutes cette même cible. Maintenant, et je rebondis sur ce qui était dit premièrement, je crois qu'il y a deux façons de voir les conseillers en gestion de patrimoine. Première façon qui est très traditionnelle, qui consiste à être un distributeur et un vendeur d'OPCVM, c'est-à-dire aller voir les plateformes, référencer ses produits et faire de la distribution de fonds de façon tout à fait classique. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas favorable, si je devais réintégrer les CGP dans ma distribution, de les attaquer par ce biais-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il suffit de voir les chiffres de collecte des principales plateformes et vous comprendrez que la règle qui est en place, c'est la règle du winner takes all. C'est-à-dire que 4-5 sociétés de gestion se partagent 90% de la collecte des conseillers en gestion patrimoine. Je ne le déplore pas, c'est comme ça, c'est un fait, c'est économique, c'est la règle du winner takes all. Donc, les investissements que je vais faire en recrutement, en reporting, en communication, vont me coûter beaucoup plus cher que ce que je vais espérer avoir en termes de collecte. Néanmoins, je vais avoir une approche sélective, et notamment sur un ou deux fonds extrêmement diversifiants, extrêmement différenciants, notamment notre fonds spécialisé sur les introductions en bourse, je peux avoir un intérêt à faire de la distribution, mais de façon très sélective. Ça, c'est le premier point. Mais il y a une autre façon de voir les conseillers en gestion de patrimoine, parce que c'est vrai qu'il y a 3000 ou 4000 intermédiaires financiers, mais il y a véritablement 200 cabinets aujourd'hui qui sont, pour moi, des purs professionnels de la gestion de patrimoine. C'est-à-dire que ce sont des professionnels qui ont été formés, qui ont une expérience forte, qui sont capables de faire un suivi patrimonial de très haut niveau. Qui ont des clients. Et qui ont des clients, et souvent un suivi patrimonial et une qualité de conseil qui est supérieure à la qualité de conseil des sociétés de gestion et parfois même des plus grands établissements de banques privées. Moi, ce que je souhaiterais faire, c'est nouer un contact direct avec ces 200 cabinets et leur proposer non pas mes fonds, évidemment, mes fonds sont accessibles, ils peuvent y avoir accès via leur plateforme habituelle, mais leur proposer l'environnement d'une société de gestion. Une plateforme Pas véritablement une plateforme. Je veux leur proposer une expertise globale qui dépasse simplement le cadre de la gestion collective, qui bien évidemment intègre la gestion privée et notre savoir-faire en gestion sous mandat, mais aussi notre capacité à créer des produits de tendance. C'est vrai que
notre focus et notre scope IPO nous permet naturellement de nous orienter vers les marchés et les secteurs les plus dynamiques. Et aujourd'hui, on est en discussion avec un family office pour en fait leur implémenter une brique luxe à l'intérieur des portefeuilles de leurs clients, tout simplement parce que on a vu l'émergence de nouveaux acteurs, que ce soit Prada à Hong Kong, que ce soit Bruno Cucinelli, que ce soit Ferragamo, que ce soit Moncler cette semaine qui a ouvert. Développement de thématiques. C'est le En développement de partenariat avec thématiques, des- que ce soit le luxe, que ce soit la family tech, office. que ce soit l'indépendance énergétique américaine. Je veux leur proposer un service que je souhaite voir de plus haute valeur ajoutée, sans pour autant renier la distribution de fonds qui évidemment fait du sens, mais de façon plus sélective. Et pour ça, et je terminerai sur ce positionnement, la société, la SPGP, ne sera pas simplement dans son évolution une société traditionnelle avec gestion privée, gestion collective. Je souhaite avoir d'autres briques à l'intérieur de cette société, que ce soit évidemment c'est la gestion, c'est le private equity, c'est le M&A, mais également l'equity advisory pour proposer véritablement un service global. On en a en tout Une cas réaction, l'ambition. Christophe? Je vois que tu prends le micro. Non. Ah, d'accord. C'est parfait. Par contre, j'avais une question sur cette notion de conflit d'intérêts, puisqu'on a des conseillers en gestion de patrimoine qui maintiennent les deux structures, SIF et société de gestion de patrimoine, société de gestion de portefeuille. Et en fait, on se dit, mais alors vis-à-vis du client, le conflit d'intérêts, est-ce qu'on doit apporter les clients à la société de gestion? Enfin, comment vous avez traité ça, abordé ça, Pierre? Nous, on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire nous ne sommes plus SIF, on a abandonné notre statut de SIF, on a résilié la Chambre des indépendants du patrimoine, on est société de gestion, on a apporté toute notre clientèle dans la société de gestion. Je dirais ensuite, la mi-mesure de dire je prends une participation dans une société de gestion résout pas vraiment les problèmes, je dirais. Et ça oblige, encore une fois, nous ne vendons pas la gestion d'un gestionnaire de talent. On vend une allocation, un allocataire, en fait. Hein. D'accord, non, très bien. Et une remarque de Jean-Jacques? Oui, je veux bien répondre. Oui, oui. Je vais bien répondre à ça. La question de conflit d'intérêt, c'est quelque chose qui me fait toujours agir parce que le conflit d'intérêt n'est pas un gros mot. C'est-à-dire qu'on peut très bien développer des activités et puis générer des conflits d'intérêt. La question, c'est de savoir comment on les règle. Et ce qu'attendent aujourd'hui les autorités de contrôle, c'est qu'on identifie les conflits d'intérêt, qu'on mette des procédures en face pour rassurer les gens qui pourraient confronter ces conflits d'intérêt. Je veux dire par là, c'est que le conflit d'intérêt n'est pas un frein pour développer une SGP, le cas échéant. Ça se gère. Christophe, tu as pris le micro, c'est pour faire une remarque. Oui. Oui. Non, pour moi, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est-à-dire qu'un client aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, il recherche un prestataire qui va lui délivrer une solution d'investissement. Donc mes clients, dans le cas de la société de gestion, j'ai le statut de SIF. Donc certains, je les conseille sous forme d'honoraires parce qu'ils ont déjà des actifs déposés dans plein d'établissements. Et en même temps, ils me demandent de gérer pour eux une poche obligataire dans un contrat d'assurance vie, poche obligataire pour leur holding patrimonial. Donc je suis à la fois SIF sur des actifs extérieurs et à la fois porteur de solutions pour leurs actifs. Donc il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt. Alors, Entre comme le on est SIF un et la atelier société de pratique, gestion. comme on a un atelier pratique, je voulais vous poser la question du conseil que vous donneriez aux conseillers financiers qui sont dans la salle avant de se lancer, si jamais ils imaginent créer une société de gestion. Et la deuxième chose, le conseil que vous donneriez aux sociétés de gestion qui viennent vous voir, parce qu'il y a beaucoup de petites sociétés de gestion qui disent tiens, on peut peut-être nouer un partenariat ou développer. Alors je réponds à la première branche. Je pense que si vous voulez, je sais pas, dans la salle, créer une société de gestion, il faut déjà avoir des compétences de gestion, des compétences de réglementation, être travailleur, entrepreneur, ça paraît évident, mais il faut le dire parce que c'est pas facile, et tout de suite se dire de créer une société avec des fonds propres suffisants. La première année, il ne faut pas rêver si vous n'avez pas déjà 100 ou 200 millions d'euros, donc créer déjà une structure avec des fonds propres suffisants qui fait que vous avez 3 ans devant vous pour être tranquille et dormir bien. Et le conseil à la société de gestion qui vient de voir, qui Quel- viendrait te voir Pour la sélectionner, pour le... Oui. Est-ce qu'il y a des éléments que tu... Non, alors moi, l'effet taille, c'est pas un problème puisqu'on est passé par la case 0, donc je suis
partant pour des petites structures, hein. On a créé un petit fonds société de gestion entrepreneuriale où on met une dizaine de gérants européens entrepreneuriaux voilà, ça permet de faire un produit clé en main, PEable, etc. Qui viendraient me voir. Tu regardes quoi? Expertise, performance? L'expertise, bien sûr, c'est-à-dire si les gens ont créé une société de gestion pour internaliser des marges et veulent vendre leur gestion, je vais être plus dubitatif que si c'est un gérant qui vient d'une grande ou pas grande, peu importe, maison de gestion qui a une vraie expertise de gestion et qui vient l'éprouver et la vendre. T'apporter cette valeur ajoutée. Même question pour toi, Pierre. Le conseil? Le conseil, quelqu'un qui voudrait suivre notre voie, en fait, je dirais le premier conseil, c'est un CGP, il a une clientèle et ça, c'est ça qui est riche. Et donc, il faut, à partir de cette clientèle, trouver le bon concept qui va se caler sur cette clientèle. En fait, Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de solution toute faite. Clients. Il faut partir, enfin, je dirais, comme je disais, on ne part pas d'un gérant de talent et on ne va pas essayer de vendre la gestion de ce gérant. On part de la clientèle, elle est habituée à travailler avec nous sous une certaine forme. Il faut essayer de préserver cela, parce que ça, à ce moment-là, la bascule, elle est plus facile et on va beaucoup plus vite pour passer les clients du statut de CIF au statut de société. C'est ça qui est important à mon sens. Et la sélection de société, quand tu vois une société de gestion, tu regardes quoi? Nous, je dirais, ensuite, on est toujours à la recherche d'allocataires, hein, c'est-à-dire on a des CIS qui sont existants et qu'on a habillés sous forme de fonds. Ou peut-être des arbitrages. Donc pour l'instant, ils ont chacun 15 à 20 millions. Ensuite, on a notre fonds de fonds dynamique. Notre fonds de fonds dynamique, on fait pas d'allocation non plus, donc on prend des gestions actions internationales, quasiment, puis un peu d'US et un peu d'Europe, point. Donc on voit des sociétés de gestion pour compléter en fait dans le fonds de fonds et on a commencé à constituer un réservoir d'allocataires qui pourrait, le cas échéant, remplacer des gestions qui ne nous donneraient pas satisfaction. Voilà. Donc ça, on en rencontre dans un objectif très précis. Très précis. Jean-Jacques, et après on termine par Oui, ça. alors moi je dirais de façon très simple, effectivement, comme a dit monsieur, pugnacité, persévérance, hein, parce que vous avez quand même en face une autorité de contrôle, c'est un vrai, oui voilà, et fonds propres. Après je dirais surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est de monter un vrai business model, hein, parce que la concurrence est très importante, donc il faut avoir un vrai business model qui tienne la route. Et deuxièmement, faire des stress tests, parce que je crois que c'est pas parce qu'on a un business model que ça tient, on le sait, hein, quand on démarre, ça se fait jamais comme on le pense. Donc il faut vraiment aller en profondeur sur le stress. Ouais. Imaginez le pire, on n'est jamais déçu. Voilà, soyez prudents. Je sais pas qui disait ça. Moi, j'étais à la tête, juste avant de rejoindre l'aventure avec Cédric de la reprise de SPGP, à la tête d'une petite société de gestion indépendante qui gérait 110 millions d'euros. C'est très dur. C'est quasi impossible aujourd'hui dans notre environnement d'envisager d'avoir une société de gestion digne de ce nom, avec tout ce que ça implique. On avait un atelier sur les risques, la complexification croissante des process, de la réglementation, à moins de 250 millions d'euros d'actifs sous gestion et avec des fonds propres. Il y a un message, vous jouez le rapprochement? Vous jouez la consolidation? Alors tu poses la question en disant si tu vois une société de gestion, qu'est-ce que tu lui dis? Je vois déjà s'il y a des talents qui seraient susceptibles de nous rejoindre. Plus sérieusement, je pense que le moment est venu, sur la place de Paris, de faire une concentration intelligente, de mise en commun de moyens pour apporter plus de valeur ajoutée à nos clients. D'accord. Bah, écoutez, on va s'arrêter là, parce que la transition est parfaite pour le dernier atelier, puisque le dernier atelier, c'est consolidation et rapprochement. Quels impacts et opportunités pour les investisseurs? Et c'est Jérôme Coirier, qui est le directeur général de NextAM, qui va animer cet atelier. Donc je lui laisse la parole et merci beaucoup